France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les Kurdes, histoire d'un peuple prisonnier des frontières des autres. Qui sont les Kurdes et qu'est-ce que le Kurdistan ? Les Kurdes, c'est un peuple à l'histoire millénaire. Et le Kurdistan, c'est un pays qui n'a pas de frontières, ou pour le dire autrement, qui se voit imposer les frontières iraniennes, irakiennes, turques ou encore syriennes. Un peuple et un territoire au Moyen-Orient devenu enjeu international. Chaque année, les fleurs se réunissent, dit-on, pour raconter leurs aventures et récompenser celle d'entre elles qui a accompli la plus belle action. Les Kurdes sont de semi-nomades. On parlait déjà d'eux 2000 ans avant Jésus-Christ. Darius et Alexandre le Grand eurent affaire à eux. Nous, Kurdes et loups, sommes un. Nous sommes en effet des frères. Nous aussi, comme vous, nous fuyons par les montagnes. Le cours de l'histoire. Nous venons de loin, des montagnes du Kurdistan. Boris Jam, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université Montpellier Paul Valéry. Vous êtes l'auteur, entre autres, du Que sais-je sur les Kurdes et d'autres ouvrages autour de cette question qui nous préoccupe. On l'a entendu ici dans les archives qui ouvraient cette émission. On parlait d'eux déjà il y a plus de 2000 ans, en tout cas 2000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait 4000 ans quand même. C'est quoi cette histoire des Kurdes ? C'est une histoire si ancienne que cela ? Alors, je ne sais pas si on en parlait il y a 2000 ans. Je crois que les orientalistes qui se sont penchés sur l'histoire des Kurdes et qui ont recherché les Kurdes dans les textes grecs, éventuellement persans, Pahlavi, les ont retrouvés ont retrouvé des anthroponymes au IIe siècle avant l'ère commune. Donc à travers le nom des Kardoukoy par exemple, ou à travers le nom des Kirtiyoi chez Strabon, mais on n'a jamais vraiment pu dire qu'il y avait corrélation, adéquation totale entre ces Kurdes dont on a parlé de manière beaucoup plus linéaire, beaucoup plus massive à partir du Xe siècle, et ces populations évoquées dans les textes antiques. Ce que nous savons, c'est qu'il y a une langue kurde. Il y a une langue ou plusieurs langues kurdes. En tout cas, il y a les langues qui sont parlées par les Kurdes sont des langues qui appartiennent au groupe occidental nord des langues iraniennes. Et effectivement, on a eu tendance à travers l'histoire à les identifier par le fait qu'ils parlaient une autre langue que la langue dominante ou que la langue de l'État central. Il y a une identification kurde au sens où des gens se considèrent kurdes. Oui, depuis assez longtemps. Je parlais donc du Xe siècle, du moment où, et puis un peu plus tard, on peut évoquer le XIIe siècle, le moment où le souverain Saladin s'empare de l'Égypte. Il est identifié comme kurde. Il arrive même au pouvoir en Égypte sur cet élément-là, c'est-à-dire qu'il y a des prétendants au pouvoir en Égypte qui lui cèdent la place en disant tu es kurde, je suis kurde, je vais te laisser la place. À Saladin, donc, là, avec cette grande figure du XIIe siècle, nous sommes avec un kurde, et c'est vrai que inscrire ici dans l'identification des gens cette longue histoire, ça permet de saisir la culture, l'idée de se dire, nous sommes ici au Moyen-Orient, un peuple dans un territoire. Le territoire, dès lors, il est difficile à définir. Où nous trouvons-nous quand nous parlons du Kurdistan ? Quand on parle du Kurdistan ou quand on parle du pays kurde, on parle d'une zone qui s'étend des contreforts occidentaux du Zagros, de la chaîne du Zagros qui se trouve dans l'Iran actuel, jusqu'à la haute Mésopotamie anatolienne, on va dire, c'est-à-dire la région d'Édesse, d'est en ouest, et du nord au sud, c'est le sud du Caucase, jusqu'à ce qu'on appelle le Khouzistan, c'est les contrées arabes de l'Iran actuel. J'entends qu'il y a des montagnes.
Ah oui, il y a des montagnes, vous entendez bien. Effectivement, les montagnes sont centrales. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que effectivement, le cœur du pays kurde, c'est la montagne, c'est le Zagros et son prolongement dans le Taurus. Mais c'est aussi des zones qui sont plus steppiques, hein, notamment la steppe mésopotamienne. Mais même dans cette steppe mésopotamienne, les Kurdes vont être identifiés à des lieux plus élevés en altitude, hein, comme le Djebel Abdelaziz dans la Jezireh syrienne, et puis le Djebel Sinjar, hein, dont on a entendu parler, puisqu'il est le lieu aujourd'hui d'habitation des populations yézidis. On a une population qui a été nomade, avec des points de fixation. Alors c'est-à-dire l'image d'Épinal, si je puis dire, des Kurdes, c'est des populations, enfin nomades, semi-nomades. Dans les faits et dans le détail, en fait, on a des gens qui sont des agro-pastoraux, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement extrêmement vaste, il n'y a pas un grand rayon d'action de l'itinérance kurde. Et puis il y a aussi des gens qui sont identifiés comme kurdes dès le Moyen Âge et qui sont finalement des lettrés urbains, qui sont des marchands, qui sont évidemment des guerriers, puisque l'agropastoralisme est plus lié à cette fonction guerrière. Mais il y a énormément d'inscriptions, on va dire, sociales pour les Kurdes, même si il y a toujours cette idée selon laquelle les Kurdes sont des nomades ou des semi-nomades et des guerriers, et il faut ajouter à cela des guerriers turbulents. Oui, turbulent, avec des associations avec des puissances voisines. La notion de frontière, c'est une notion récente en fait dans l'histoire. L'idée de tracer un trait et de se dire voilà, là c'est la limite, c'est quelque chose de récent. On a souvent des zones avec des marges et puis des influences. Est-ce que dans l'histoire longue, il y a des moments où les Kurdes sur ce territoire-là sont indépendants ou alors ils sont sans cesse en alliance ou sous domination de puissances voisines? Alors ils sont sans cesse en alliance, c'est forcé, parce qu'ils ne constituent pas une puissance, sauf peut-être un petit peu à la période ayoubide, la période de Saladin. Ils ne constituent pas une puissance suffisante pour constituer l'empire. Hein, ils sont toujours entre deux empires. Hein, ils sont toujours dans une situation d'entre-deux. Donc effectivement, ils sont sous l'influence, ils sont éventuellement sous le joug, mais ils jouent aussi des rivalités entre les empires. Et donc c'est peut-être là ce qui constitue leur autonomie, leur capacité à s'extraire justement de quelque chose qui leur serait dicté de l'extérieur. Et c'est le cas, moi j'ai pu le montrer à la période mamelouk, hein, qui suit la période ayoubide, lorsque les Kurdes perdent leur puissance militaire en Égypte et en Syrie, leur puissance politique, ils deviennent le fer de lance de la puissance mamelouk, mais ils vont aussi jouer avec les rivalités entre l'Ilkhana mongol et les Mamelouks, hein, pour s'extraire et pour pouvoir s'autonomiser et exploiter des ressources, si on peut dire. Oui, parce que les Mamelouks en Égypte, c'est du XIIIe siècle au XVIe siècle. Hein. C'est cela. Avec, dans cette histoire-là, on l'évoquait, la notion de frontière, et on sait combien, au XIXe siècle, avec ces grands phénomènes de colonisation et de transfert, d'ailleurs, culturel, l'idée qu'il faut tracer des frontières, eh bien, ici, nous avons, qui se dessinent au Moyen-Orient, des espaces de plus en plus définis. Est-ce que l'idée d'avoir un État kurde, c'est quelque chose qui apparaît à un moment et assez tôt? Alors cette idée, d'abord ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a l'idée qu'il faut favoriser les Kurdes. Ça, elle est très présente dans les milieux kurdes, donc dès le XIIIe siècle. Ensuite, l'idée nationale en tant que telle, l'idée de l'État-nation, il est plus tardif. Alors il y a certaines personnes qui perçoivent dans un poème épique écrit par Ahmed Echani au XVIe siècle, hein, dans
dans l'actuelle Turquie. Il y a des éléments où ce Ahmed Khani indique qu'il faudrait que les Kurdes, comme les Arabes, comme les Turcs, se constituent leur État ou en tout cas leur dynastie. Voilà. Mais c'est assez vague et ça devient beaucoup plus précis évidemment au début du XXe siècle et encore plus précis au moment du démembrement de l'Empire ottoman, donc dans les années 20 de ce XXe siècle. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est démantelé. Après la guerre, à la conférence de Versailles, un représentant de la nation kurde fut autorisé à présenter 2 mémoires sur les revendications de sa communauté avec une carte du Kurdistan intégral. Le 10 août 1920 était signé à Sèvres un traité, véritable charte des minorités, qui prévoyait la création d'un Kurdistan indépendant d'environ 4 millions d'habitants. Mais le traité ne fut pas appliqué devant les résistances turques et les accords de Lausanne, qui le remplacèrent, consacrèrent la victoire de la cause kémaliste, fondèrent le royaume d'Irak et ne soufflèrent mot du Kurdistan. Cette décision internationale désespéra les Kurdes et donna le signal du soulèvement général de 1925, suivi de déportations, d'exécutions massives et de nouveaux soulèvements qui n'allaient plus cesser tant en Turquie qu'en Irak, jusqu'à l'année 1945, date de la dernière grave révolte de la tribu des Barzani, dont le chef se rallia à l'éphémère République communiste de Mahabad en Iran. Toutes ces guerres malheureuses ont fait passer sur le pays kurde un souffle d'épopée dont la mélancolie se reflète dans le folklore et les poèmes De lettres classiques, diplomate, romancier et grand connaisseur du Moyen-Orient qui évoquait ici en 1959 la situation de ce peuple kurde au lendemain déjà de la Première Guerre mondiale où nous l'entendons bien au moment de tracer les frontières. Quand l'Empire ottoman est démantelé, il n'y a pas de place pensée pour ce peuple kurde. Il est divisé en fait entre toutes les puissances voisines, c'est cela ? Alors, il est effectivement divisé entre tous les territoires voisins, donc la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran, dont l'édifice, on va dire géographique est plus ancien, mais on a les Kurdes vont être dans des situations extrêmement hétérogènes. Tous les Kurdes ne deviennent pas des nationalistes kurdes très engagés dans des mouvements. Il y a vraiment une diversité d'inscriptions politiques et identitaires. On a des Kurdes qui peuvent participer de l'épopée kémaliste aussi. Il y a beaucoup de Mustafa Kemal en Turquie. Voilà, Mustafa Kemal en Turquie, qui est donc un nationaliste turc, mais qui va jouer sur la fibre anti-impérialiste et qui va pouvoir rallier des Kurdes à sa cause. On a des Kurdes qui entrent dans la logique du nationalisme arabe, puisqu'il faut concevoir ces nationalismes comme effectivement des faits qui renvoient à des cultures ou à des identités particulières, mais qui sont aussi porteurs d'une idée de modernisme et auquel certains Kurdes peuvent adhérer. Donc il y a cette chose-là, mais il y a bien sûr des Kurdes qui vont être partie prenante de mouvements politiques indépendantistes ou de mouvements politiques autonomistes. Dans les différentes régions. Ils vont être accompagnés en cela, parfois par les autorités mandataires françaises en Syrie, par les autorités mandataires britanniques en Irak. Et notamment, on a la figure, par exemple, du cheikh Mahmoud Barzinji, qui règne, entre guillemets, sur la région de Slémanie, donc le Kurdistan d'Irak, et qui parvient à se faire reconnaître, à faire reconnaître son autorité par les Britanniques et par l'État central irakien. Il est d'abord l'homme des Britanniques avant d'être perçu comme un peu trop encombrant. Voilà, donc il y a une série de situations comme celle-ci où on a des alternances effectivement de révoltes
et de reconnaissance d'autorité locale. Pour la Turquie, c'est un peu différent, mais voilà. Pour ce qui est de l'Iran et de l'Irak, il y a quelque chose d'assez spécifique où il y a une effervescence, et qui permet l'avènement de situations d'autonomie. Oui, c'est ça, hein. L'autonomie, le mot a été prononcé. Iran, Irak, avec dans ce territoire kurde même la volonté d'avoir ce roi, tchèque, comme vous l'avez dit, Mahmoud Barzanji. Nous sommes dans les années 1920, hein, nous sommes dans l'entre-deux-guerres, et ici, cette période doit se comprendre comme cela, c'est-à-dire une domination, bien sûr, mais par des puissances différentes, hein, qu'il s'agisse de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak, une autonomie et un jeu de tensions, plus d'autonomie, moins d'autonomie, un soulèvement, une répression. C'est ça, durant l'entre-deux-guerres, l'histoire du peuple kurde ? Oui, c'est-à-dire que alors, il y a énormément de révoltes qui apparaissent notamment dans l'Irak. Il y a la figure, par exemple, de Simko Shikak aussi en Iran, hein, ce chef tribal qui émerge et qui profite de la vacuité ou du vide du pouvoir iranien dans la région de Urmia. Et c'est en fait une politique qui se joue avec beaucoup de finesse, mais pour contrôler toujours ce territoire-là. Il n'y a pas d'unité d'ailleurs qui se crée entre les Kurdes qui sont sous domination irakienne, sous domination iranienne, sous domination syrienne ou turque. Il y a unité, je dirais pas ça, mais il y a des ponts. Il y a des ponts qui sont très forts. Et puis, effectivement, ces frontières, elles sont, je dirais pas artificielles, mais elles sont quand même elles sont pas du tout reconnues par les Kurdes, évidemment. Je parlais de Simko Shikak, qui est ce chef qui appartient à la tribu Shikak. Les Shikak, ils sont présents en Turquie, en Irak. On peut penser aussi aux différentes confréries peuplées de Kurdes, hein, qui sont vraiment entre les deux frontières, donc irako-iraniennes. Mais effectivement, ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que en fait, Mustafa Kemal, par exemple, est un nationaliste turc, mais comment dire, il aurait pu en être autrement. C'est-à-dire que c'est vraiment, Mahmoud Barzanji est à cette place parce que les Britanniques sentent qu'il y a une menace kémaliste, hein, et que cette menace kémaliste, elle peut aussi s'appuyer sur la propagande qui pourrait inclure les Kurdes. Hein. Le virage nationaliste, suprémaciste turc n'était pas obligatoire, hein, sauf évidemment à regarder la psychologie de Mustafa Kemal. Oui, et puis nous connaissons la suite, hein, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'au moment où les Britanniques, par exemple, observent ce qui se passe, ils ne connaissent pas exactement ce que va devenir la Turquie actuelle, sachant que la colonisation britannique joue beaucoup des rivalités entre les puissances, entre les différents peuples pour asseoir sa propre domination. Et dans cette histoire-là, il y a toujours, et ça c'est vraiment essentiel pour saisir cette identification en tant que peuple, nous l'avons dit, la langue, les langues, parce qu'il y a plusieurs Kurdes, et puis la culture. Chaque année, les fleurs se réunissent, dit-on, pour raconter leurs aventures et récompenser celle d'entre elles qui a accompli la plus belle action. Cette année-là, Dame Chrysanthème présidait l'assemblée, et tout le monde était là sauf le narcisse, la pâquerette et le coquelicot. Comme il était tard, on n'attendit point les absentes, et chacune raconta son histoire. Et l'assemblée applaudissait, riait ou sifflait, sans arriver à se décider sur la plus belle action, lorsque soudain la porte s'ouvrit, et l'on vit apparaître, exténués, le narcisse, la pâquerette et le coquelicot. « Nous sommes en retard, excusez-nous. Nous venons de loin, des montagnes du Kurdistan. Sur la route, nous avons rencontré les cadavres de 3 jeunes Kurdes tombés au champ d'honneur pour l'amour de leur patrie. Nous sommes restés là, près d'eux, et les avons couverts de notre ombre jusqu'à la venue de leurs compagnons pour les ensevelir. D'un bond, toutes les autres fleurs se levèrent,
applaudirent à leurs compagnes, les portèrent en triomphe en criant « Viva, viva !» C'est à vous que revient Lui, le peuple kurde, les Kurdistans, c'est cette longue histoire, nous l'avons dit, politique, histoire littéraire aussi, avec des Kurdes qui sont au Kurdistan, tel qu'on l'imagine, et ailleurs, dans les différentes capitales des pays qui dominent ce territoire, et puis encore ailleurs. Il y a énormément d'échanges dans cette histoire-là. Oui, je trouve ça très juste de mettre au centre la poésie, parce que là, effectivement, je suis pas un grand spécialiste de poésie, mais là, j'ai l'occasion d'entrer en dialogue avec une équipe de l'université de Marseille, d'Aix-Marseille, qui s'appelle une équipe qui va publier une revue qui s'appelle Poésie Toute et qui va mettre à l'honneur la langue kurde. Et effectivement, on a eu l'occasion de beaucoup parler du fait que la poésie, elle a toujours été centrale pour les Kurdes et pour des Kurdes très politisés, qui voyaient dans l'exercice poétique un acte politique aussi. Et il y a beaucoup de poètes qui ont fréquenter les milieux kurdistes ou nationalistes kurdes des premiers temps, notamment dans l'entourage de la fameuse République de Mahabad évoquée au début de l'émission. Et il y a ce sont ces poètes qui vont être les acteurs, notamment les écrivains de l'hymne national kurde, qui vont proposer aussi un drapeau kurde. Moi, c'est vrai qu'avec l'équipe de Poésie Toute, je parlais plus du fait que la poésie en kurde, elle se maintient de manière très vivace dans la société kurde, à tel point qu'il y a des gens qui publient leurs propres poèmes à compte d'auteur dans des villages perdus de la Jaziré syrienne. Il y a des gens qui se disent je suis poète et je vais publier ou dire mes poèmes, et c'est tout à fait présent pour les Kurdes. Oui. C'est toujours rassurant quand il y a des peuples poètes ou que les individus sont sensibles à la poésie. Vous venez d'évoquer la République de Mahabad. C'est ici, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que se crée cette entité qui est un État kurde. Nous sommes tout au nord de l'Iran. Nord-ouest. Elle est déclarée à la fin de l'année 1945, au début de 1946, mais elle a une préhistoire qui peut remonter au début des années 40, lorsque il y a un État iranien extrêmement affaibli par la présence soviétique au nord et la présence britannique au sud de l'espace iranien, et dans cet entre-deux, encore une fois, les Kurdes trouvent leur place, et il y a disons une situation d'autonomie de facto au début des années 40, qui est renforcée par le fait que la monarchie est un peu instable. Il y a une destitution du premier shah de la famille Pahlavi en 1941, et donc il y a un espace, et cet espace il est occupé d'abord par une association qui s'appelle l'association de la Renaissance kurde, dans la ville de Mahabad, et petit à petit on avance vers la création d'un espace politique. En 1946, donc en janvier 1946, la République de Mahabad est déclarée, et elle va occuper la bande frontière qui entre l'Irak et l'Iran, et entre la Turquie et l'Iran, du Caucase jusqu'aux zones qui sont un peu plus arabophones, on va dire. Et
Et cette zone, oui, effectivement, elle va connaître des institutions, la mise en place de dispensaires, et elle est dirigée par des acteurs qui étaient déjà présents au sein de l'association de renaissance kurde. C'est notamment avec au centre un personnage qui s'appelle Qazi Mohammad. Et ce Qazi Mohammad, comme son nom l'indique, c'est un membre de la judicature, donc de l'élite intellectuelle traditionnelle au Kurdistan d'Iran. Mais autour de lui, il y a aussi des membres de sa tribu qui vont être un apport militaire et des membres de l'intelligentsia kurde plutôt influencés par le marxisme. Mais contrairement à ce que l'archive disait, on ne pourra pas parler de Mahabad comme d'une république communiste. Il y a eu des expériences, par exemple, il y a eu une tentative de mettre en place une réforme agraire qui n'a pas du tout fonctionné. C'est surtout le nationalisme kurde qui est au centre de cette république de Mahabad. Et pour ce nationalisme kurde, il faut bien un hymne. L'hymne du Kurdistan, écrit en 1938 et ici joué par la Philharmonie de Košice. Raqib, c'est ça? Raqib, oui. C'est l'hymne? C'est l'hymne national kurde qui, encore aujourd'hui, est joué dans les différents milieux, même des milieux qui sont très opposés du point de vue politique. Voilà, donc là encore, les paroles de l'hymne, c'est la question de la survie, de la vie de la nation, bien sûr, et du drapeau qui ne tombera jamais. Voilà. Avec cette république de Mahabad, nous sommes donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 1946, et vous l'avez évoqué, Boris Jam, ce contexte qui fait que désormais les tensions sont entre deux blocs, ou entre les États-Unis et l'Union soviétique, et le Kurdistan est à la jonction d'ailleurs de ces deux blocs. Est-ce que la guerre froide a une incidence majeure dans l'histoire du peuple kurde ? Oui, totalement. C'est ce que j'ai pas dit, mais c'est la République de Mahabad n'est pas une république communiste, mais c'est une république soviétique. C'est-à-dire qu'elle est soutenue par les soviétiques à travers une expérience aussi prédatrice, on va dire, sur le territoire iranien, puisque en 1945 se crée une autre république soviétique, une république soviétique d'Azerbaïdjan qui s'installe à Tabriz. Donc on voit la faiblesse de l'État central iranien à cette époque-là. Et c'est vraiment sous perfusion, entre guillemets, soviétique que la république de Mahabad va pouvoir se maintenir. Et sous perfusion azerbaïdjanaise, et évidemment les relations azéro-kurdes étant ce qu'elles sont, il y a un délitement de ce soutien. Oui, puis la République de Mahabad ne dure pas longtemps. On sent bien ici que très vite cela s'arrête. Et puis, au moment où la guerre froide se met en place, que les frontières se dessinent et qu'elles sont désormais de plus en plus militarisées, parce que Boris Jam, vous l'avez dit, c'est bien d'avoir une frontière sur une carte qui suit un trait de crête, par exemple. Mais enfin, quand on est sur place et qu'on voit rien, on voyage de l'un à l'autre et on passe de l'Irak à l'Iran. Sauf que désormais, on l'entend bien, les pouvoirs centraux se renforcent. Est-ce que dans ce temps de guerre froide, les années 1950-1960, on a de plus en plus une mainmise de cet État irakien ou iranien sur les Kurdes?
Mais il y a dès le début de l'établissement de la monarchie Pahlavi, il y a cette intention d'unifier le territoire, ce qui est tout à fait normal. Ça passe par des politiques unanimistes du point de vue culturel. Ça passe par des opérations militaires si nécessaire, hein, et évidemment la République de Mahabad, elle est mise à bas sous les coups d'une intervention militaire de la de la monarchie iranienne. Qazi Mohammad est pendu. Les troupes kurdes, j'ai oublié de mentionner effectivement que l'armée aussi qui constituait le glacis de la République de Mahabad, c'est une armée qui est composée de tribaux venus aussi d'Irak, hein, des Peshmerga qui viennent de l'entourage des Barzani. Et ces Barzani défaits avec Qazi Mohammad, eh bien doivent s'enfuir, hein, et ils passent la frontière vers le Caucase au moment de cette chute, hein, et ils montrent vraiment leur intégration au bloc soviétique, hein. Ils sont la carte kurde et désormais une carte soviétique, et elle le sera jusqu'en 1961, puisque les Barzani, les Peshmerga réfugiés en Union soviétique parviennent à revenir en Irak en 1958, au moment où la monarchie irakienne est renversée par un officier progressiste pro-nassérien qui s'appelle Abdelkarim Qassem, et qui rappelle les Kurdes à lui, hein, et donc il y a des manifestations de fraternité kurdo-arabe à cette époque-là. Et de 58 à 1961, on a un édifice qui se maintient sur fond de négociations pour la constitution d'une zone autonome au Kurdistan d'Irak. Et en 1962, les Kurdes se révoltent. Les Kurdes sont de semi-nomades. On parlait déjà d'eux 2000 ans avant Jésus-Christ. Darius et Alexandre le Grand eurent affaire à eux. Ils parlent une langue propre, où curieusement on retrouve des mots proches de ceux de la langue anglaise. Ce sont des guerriers, et probablement encore aujourd'hui les meilleurs guerriers du Moyen-Orient. Ils demandent une autonomie qu'ils sont prêts à payer le prix qu'il faudra. Ce prix actuellement, c'est celui de la guerre contre l'armée irakienne du général Qassem. Le général Barzani, leur chef, est le moteur de l'autonomie kurde depuis plus de 20 ans. Les Russes s'en servirent en 1945 et le nommèrent général à une période où son activité servait leur politique internationale. Ils lui apprirent les techniques des guérillas utilisées avec profit à l'heure actuelle. Paradoxalement, dans cette lutte, Barzani utilise avec succès les techniques apprises en Russie contre une armée équipée avec du matériel russe. Malgré ce matériel, l'armée de Qassem s'avère incapable de maîtriser les Kurdes, qui sont partis d'un principe simple. Si nous n'avons pas d'armes, nous les prendrons à l'adversaire. Pour coordonner leurs actions, ils disposent maintenant de liaisons radio grâce aux émetteurs-récepteurs pris à l'ennemi. Une archive de la radio-télévision française de novembre 1962, la révolte des Kurdes, Boris Jam. Est-ce que l'on peut considérer que les Kurdes, quand ils sont en Iran et qu'ils souffrent de répression, vont se réfugier dans le Kurdistan irakien, et que ça peut être la même chose dans le Kurdistan turc ou syrien? Est-ce qu'il y a ces mouvements-là qui fait que l'histoire des Kurdes au XXe siècle, ce sont des histoires de soutien, de déplacement? On passe ici et qu'il faut sans cesse s'adapter aux changements dans les différentes puissances qui dominent le Kurdistan? Oui, c'est tout ça. Effectivement, c'est de tout temps les Kurdes. C'est un peu ça. Aujourd'hui, la chose est beaucoup plus difficile, mais jusqu'à 1980, jusqu'aux années 80, les passages étaient nombreux, permanents. Ils étaient effectivement liés, à des liens familiaux, mais ils pouvaient être aussi liés à ces questions de répression
Et effectivement, là, pour le coup, la révolte barzaniste de septembre 1961, qui démarre, on appelle la révolution de septembre, elle bénéficie de la zone iranienne. Ça met un certain temps pour que les Iraniens acceptent d'accueillir cette révolte. Et puis c'est évidemment il y a ce changement de camp. Les barzanistes du Parti démocratique du Kurdistan rentrent dans l'alliance atlantique, on va dire. Ils deviennent atlantistes, et donc on va les soutenir. Ils deviennent atlantistes parce que Qassem est soviétique, ou est pro-soviétique. Et voilà. Et j'allais dire vice versa, mais c'est quand même la révolte barzaniste qui est la plus marquante de ce point de vue-là, à la fois le changement de camp et l'exploitation de rivalité. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'autre parti du côté iranien qui s'appelle le PDKI, le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, qui, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont un petit peu satellisés par le PDK de Barzani. On demande à Barzani d'ailleurs de les contrôler un petit peu ce qu'ils font, et donc c'est beaucoup plus difficile de jouer sur les deux tableaux. Et même lorsque l'opportunité se présente à la fin des années 60, c'est toujours très très difficile. Avec, dans le cas de l'Iran, un changement majeur, 1979, la révolution islamique. Et là, encore une fois, pour les Kurdes, ce changement n'est pas bon signe. En lançant les chars de l'armée iranienne contre les Kurdes et en faisant fusiller 11 d'entre eux dans une prison de Téhéran, l'ayatollah Khomeini montre qu'il entend réduire la sécession kurde par tous les moyens. De plus, il s'en est pris très violemment à 2 des leaders kurdes les plus prestigieux, accusés eux aussi de corruption. Parmi eux, Abdelrahman Gassemlou, secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan, désormais hors la loi, et qui, en exclusivité pour TF1, répond aux questions de notre envoyé spécial, Julien Galeotti. Nous avons eu, depuis la Révolution, 2 entretiens avec l'ayatollah Khomeini, où nous avons parlé ouvertement et franchement des revendications du peuple kurde, et nous avons exigé la reconnaissance de l'autonomie à tous les peuples iraniens, et aussi certainement la garantie des libertés démocratiques dans toutes les parties d'Iran. Nous luttons, et c'est notre mot d'ordre essentiel, pour la démocratie en Iran et pour l'autonomie au Kurdistan iranien. La révolte islamique de 1979, pour Hicham, n'est pas une bonne nouvelle pour les Kurdes. Nous l'entendons ici, il y a une répression parce que la révolution qui a été confisquée par les islamistes a été l'espoir, un moment pour les Kurdes aussi, de pouvoir s'affranchir de dominations qui devenaient trop pesantes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, cette révolution iranienne, elle a été aussi portée par les Kurdes. C'est-à-dire le renversement du Shah d'Iran en 1979, c'est aussi le fait de ces organisations kurdes. Donc, le PDK, on a entendu ici Abdelrahman Gassemlou, qui est le personnage qui va marquer le PDKI, le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran. C'est un intellectuel, c'est un social-démocrate. Il est très influencé parce qu'il est marié, il a fait des études en Tchécoslovaquie et il est marié à une Tchèque, et il est très influencé par Alexander Dubček notamment, et par le socialisme à visage humain, etc. Donc il l'a dit, son slogan, c'est l'autonomie pour le Kurdistan et la démocratie
pour l'Iran. Hein, et ce personnage-là, Abdulrahman Qassemlou, parvient à s'autonomiser du PDK, de la tutelle barzaniste, à entretenir des relations fortes avec les différentes organisations iraniennes qui renversent le Shah, mais cette alliance, hein, qui était multilatérale, puisqu'il y avait aussi le Parti communiste iranien qui était un acteur fort dans cette situation. Cette alliance avec les partis iraniens n'a pas fonctionné, hein, parce que le tropisme centraliste, auquel il faut ajouter une vision qu'on peut qualifier de fasciste, hein, pour ce qui est du régime des mollahs au début des années 80, se retourne contre tout cela, se retourne contre les Kurdes qui avaient investi des zones au moment du renversement du Shah, qui avaient pris certaines radios locales, des centrales électriques, et qui essayaient de constituer cette autonomie de facto, le temps que les forces khomeïnistes se recomposent et mènent une véritable guerre contre ces organisations qui n'ont pas fait le poids, puisque la fusion entre l'armée du nouveau régime et l'armée conventionnelle du Shah ont défait cette tentative d'autonomisation. À la fin de l'année 1978, au début de l'année 1979, les Kurdes participent donc à la révolution qui chasse le Shah d'Iran, révolution confisquée par la révolution islamique. Et là, les Kurdes sont réprimés. Dans l'histoire de l'Iran et du Moyen-Orient, s'ensuit une décennie de guerre. C'est la guerre Iran-Irak. Et une fois encore, pour les Kurdes, la situation est intenable. Conflit Iran-Irak peut être la preuve par l'image, une image terrible. L'Irak est une nouvelle fois accusé par l'Iran d'avoir utilisé des armes chimiques. Cette fois, l'Irak aurait utilisé ces armes sur son propre territoire pour repousser une offensive iranienne sur le Kurdistan irakien. Il y aurait des milliers de victimes kurdes. Jean-Marc Ilouz. Terrifiant. Aucun de ces cadavres ne porte de blessures apparentes. Tous sont morts, gazés ou brûlés dans le bombardement de leur village à l'arme chimique. Tous appartenaient à la minorité kurde d'Irak. Leur village, Halabja, frontalier de l'Iran, fait partie d'une zone de 1000 km² conquise la semaine dernière par l'Iran. Aujourd'hui, ce témoignage atroce de la télévision iranienne est confirmé par les journalistes occidentaux présents. Accusé, l'Irak et son aviation, impitoyable pour tout village kurde soupçonné de collusion avec les Kurdes d'Iran. Halabja, véritable Oradour-sur-Glane chimique, 4 à 5 000 morts, selon les sources. L'Irak a déjà été condamné 2 fois par les Nations Unies pour utilisation d'armes chimiques. Paradoxalement, les conventions de Genève interdisent l'utilisation, mais non pas la production, d'armes chimiques. Le journal d'Antenne 2 en 1988, l'Irak contre les Kurdes avec l'utilisation de gaz et des images qui ont terrifié bien sûr le monde entier. Boris Jam. C'est terrible ces archives-là. Dans l'ordre chronologique, 1979, l'Iran s'en prend aux Kurdes. 1988, l'Irak s'en prend aux Kurdes. On a du mal à saisir parce qu'on se dit, Iran-Irak, il y a une guerre, donc les Kurdes vont bien s'associer à l'un ou à l'autre. Et en fait, dans les deux cas, ils se font taper dessus. Oui, c'est effectivement, ils sont toujours perçus et présentés comme des supplétifs de l'un ou de l'autre, hein, et ça, j'allais dire, ça dure encore aujourd'hui, hein, et donc il y a effectivement cet événement dramatique de la génocidaire, hein, de l'usage donc de l'agent VX contre les populations civiles, hein, ce qui est tout à fait évidemment injustifiable du point de vue même lorsque des forces armées kurdes pouvaient servir de tête de pont, servir d'éclaireur pour les troupes iraniennes.
Donc on est dans ce moment-là où effectivement l'image des Kurdes, c'est une image qui est associée à la question humanitaire. On a ce drame. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle La tragédie kurde, qui renvoie à cette succession de massacres. Il y a aussi, dans les années 80, aussi des membres de la tribu Barzani qui ont été à la fois exécutés de manière massive et qui ont été enterrés dans des fosses communes dans le sud du pays. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'événements de ce type-là. Et dans cette histoire du Moyen-Orient, bien sûr, dans la chronologie, nous l'avons bien dit, les années 1980, c'est la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et puis, il y a l'effondrement de l'URSS à la fin des années 1980. Est-ce que cela a une incidence dans l'histoire des Kurdes, ou alors est-ce que la situation est telle qu'elle est à ce moment-là, qu'il n'y a pas vraiment de changement ? Disons que là, ce qui se passe, c'est au moment de l'effondrement de l'Empire soviétique, je veux dire, c'est plutôt l'événement irakien, c'est-à-dire l'invasion par l'Irak du territoire koweïtien et ce qui s'ensuit du point de vue géopolitique. La guerre du Golfe, 1991. Mes chers compatriotes, à l'heure qu'il est, des forces américaines et de la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger. Je veux que les Américains et le monde entier sachent que les forces de la coalition feront tout pour épargner les civils innocents. Une campagne sur le terrain difficile d'un territoire aussi grand que la Californie pourrait être plus longue et plus difficile que certains ne le prédisent. Aider les Irakiens à construire un pays uni, stable et libre exigera un engagement de longue haleine. En ce jour où le criminel Bush a réalisé son crime, en ce jour où ce stupide criminel Bush Junior a réalisé le crime dont il menaçait l'Irak et l'humanité, au nom de nos victoires, au nom de nos valeurs, de nos principes et de tout ce que nous avons de sacré, je dis que chacun de nous doit se battre et se sacrifier. Vous croyez en Dieu, les mécréants seront vaincus. N'ayez pas peur, lancez votre épée contre l'ennemi, que votre lumière les aveugle. Je m'engage à faire face aux agresseurs et à faire en sorte qu'ils perdent. Notre nation vaincra, l'humanité vaincra, le mal sera vaincu, la coalition américano-sioniste sera vaincue. Dieu est grand, vive l'Irak, vive la Palestine, vive notre nation glorieuse. À l'été 1990, Saddam Hussein, donc le dirigeant de l'Irak, envahit le Koweït et dès lors s'engage cette guerre, la guerre du Golfe. Nous avons entendu ici le président des États-Unis, George Bush, et puis Saddam Hussein, le dirigeant irakien. Dites-nous, Boris Jam, pour l'histoire des Kurdes, en quoi cette guerre de 1991 est-elle importante ? Elle change tout pour les Kurdes, c'est-à-dire que la zone autonome qui devait s'établir depuis le début de la monarchie en Irak advient de facto alors on a d'abord l'invasion du Koweït. Cette invasion du Koweït provoque une réaction de la communauté internationale et des États-Unis qui semble vouloir défaire le pouvoir de Saddam Hussein. Et donc on a une révolte qui émerge à la fois dans les zones chiites du sud et c'est la révolution de Sha'ban et dans les zones kurdes, c'est le Raparin pour les Kurdes. Et cette révolte, elle est réprimée parce que les Américains finalement ne bougent pas, ne restent en observateur et il y a quand même une petite le cocorico de l'émission, c'est-à-dire ce sont les Français qui vont insister pour la constitution de zones de non-survol aérien du Kurdistan d'Irak. Donc c'est la résolution 588
qui permet la création de cette zone de non-survol au-delà du 36e parallèle. Et donc il y a une autonomie de facto qui se crée au Kurdistan irakien. Donc avec une vie politique qui va s'installer, une autonomie et malheureusement aussi des guerres fratricides, puisqu'il y a cette guerre civile qui dure de 1992-93 à 1998. Et là, ça sera aussi sous l'égide des Américains que la réconciliation pourra se faire entre le PDK d'un côté et l'UPK de l'autre. Avec, dans cette histoire-là, tant et tant de rivalités, d'opposition interne, externe, avec des changements de contexte. Ces années 1990 et la guerre du Golfe, ce n'est pas du tout la même chose que les premières décennies du XXIe siècle, avec la montée de l'État islamiste qui, ici, bouleverse encore une fois la région. Boris Jam, aujourd'hui, peut-on dire qu'il demeure une autonomie du Kurdistan, sachant que le pays lui-même n'existe pas en tant que tel ? Oui, alors on n'a pas fini le déroulé chronologique évidemment, mais il faut parler effectivement de l'invasion américaine de 2003. Cette invasion américaine de 2003 en Irak, elle provoque la chute du régime de Saddam Hussein. Et en 2005, on a une constitutionnalisation. Dans la nouvelle constitution irakienne, le Kurdistan devient une région autonome officiellement reconnue, avec énormément de prérogatives politiques par rapport à l'État central, donc qui va de l'éducation, l'administration, la police, la douane, à l'exception de la monnaie, de la téléphonie mobile et des aéroports internationaux. Le reste, c'est kurde. Mais ça veut dire que voilà, il y a une forme toujours d'autonomie, sachant que les rivalités, les menaces aussi sont toujours très présentes sur ce peuple kurde. Oui. Merci vivement à vous, Boris Jam, d'avoir mis un petit peu d'histoire dans cette histoire-là. Les Kurdes, je le rappelle, c'est un que sais-je que vous avez écrit, ou vous avez coécrit, Les Kurdes, un peuple sans État en 100 questions. C'est aux éditions Talendier. Merci avec beaucoup. Jordi Tegel, oui. Avec Jordi Tegel, l'élégance de donner le nom de son co-auteur. Je vous propose de terminer par un hommage, on peut le dire, à ce peuple kurde qui a tant souffert, qui a tant combattu aussi pour sa liberté et peut-être pour la nôtre, au moment de combattre l'islamisme radical. Ce poème de Jeger Queen qui est une grande figure de la poésie kurde. Frères loups, vous comme nous êtes des braves, mais vous êtes des géants, compagnons des tigres et des lions. Nous et vous sommes compagnons dans la misère. Nous, c'est de jour que nous crions, vous, c'est de nuit que vous hurlez. Nous, Kurdes et loups, sommes un. Nous sommes en effet des frères. Nous aussi, comme vous, nous fuyons par les montagnes. Nous aussi, comme vous, souffrons chaleur, frimas, brouillard, poussière. Qui d'entre nous se fait tuer, tout comme vous reste sans recours. Verte campagne pour les hommes, mais à nous, rochers et déserts. Vos ennemis sont les fils de Fendo, nos ennemis sont les fils des Mongols. Notre désir, c'est le Kurdistan. Votre désir, c'est les moutons. Mais chez vous, comme chez nous, chacun dit « pour moi seul ». Donnons-nous la main. Contre l'ennemi, unissons-nous. Ils ne nous feront plus violence, cet ennemi et ce chien. Bêtes et hommes, frères et compagnons d'infortune, nous et vous sommes restés miséreux parce que sans oncle ni tante. Kurdes et loups, toujours à errer, sommes devenus brigands et voleurs. Nous sommes malheureux. C'est grande honte à Ahriman et à Hormuz. Loups malheureux, au cou penché, au cœur meurtri, Kurdes impuissants, tous nous resterons des cœurs meurtris.
cours de l'histoire. Après ce poème de Jegher Quinn, grande figure de la littérature kurde, nous retrouvons Valérie Hanin, directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Un séisme mondial, New York en flammes, les 13 colonies en guerre contre l'Angleterre, c'est le sujet du dossier du numéro de l'Histoire. Et oui, on ne pouvait pas y échapper, c'est le 250e anniversaire et sur fond de Trumpisme, évidemment, on a envie d'entendre parler d'une autre Amérique. Alors, révolution, on l'appelait plutôt guerre d'indépendance. Mais les Américains, eux, l'appellent bien révolution. Et de fait, oui, on dit c'est un séisme mondial. Tout est changé, écrit l'abbé Raynal dans son Histoire de la Révolution américaine. Le 4 juillet 1776, les représentants des 13 colonies, réunis en congrès à Philadelphie, proclament leur droit à être des États libres, indépendants et unis, ce qui n'allait absolument pas de soi. Ce qui n'allait pas de soi non plus, c'est que cette guerre d'indépendance, c'est pas une révolte de colonisés, c'est une révolte de colons, des Anglais qui ont bien l'intention d'être traités comme tels. Alors, pour comprendre ça, on explique dans ce dossier qu'il faut remonter à la guerre de 7 ans. Quelques années auparavant, l'éclatante victoire de l'Angleterre sur la France en 1763, qui a complètement bouleversé l'ordre du monde. Bon, la France y a perdu l'Amérique du Nord, mais aussi l'Angleterre, qui est vainqueur, est en fait très affaiblie économiquement. Et elle va faire peser des taxes sur les colons américains. Et les taxes, eh bien, c'est une révolte. Ça va déclencher une révolte fiscale, puisque c'est un vrai moteur de l'histoire, l'impôt, on le sait. Et il y aura évidemment la Boston Tea Party, les caisses de thé qui sont jetées à la mer par les Bostoniens qui refusent de payer les taxes, avec ce principe anglais, no taxation without representation. Pardon pour l'accent. Ah non, vous l'avez les super bien, fusils des miliciens vont répondre aux fusils anglais qui n'osent pas trop tirer dans un premier temps. N'empêche que la guerre de 8 ans va être d'une très grande violence. La France s'y investit. C'est Beaumarchais, on le raconte, qui a convaincu Louis XVI de s'engager dans cette opération-là. Lafayette s'embarque et c'est une guerre pour la liberté. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a raconté longtemps. Aujourd'hui, on voit aussi l'envers de cette histoire. Car il y a évidemment un envers. La violence de la guerre, New York en flammes, on l'a un peu oublié. Et puis, évidemment, l'aveuglement sur le sort des esclaves. Car la Constitution de 1787 est une constitution de compromis très courte et qui, du coup, va abandonner les progressistes de la Nouvelle-Angleterre, vont abandonner les esclaves pour 100 ans aux intérêts des planteurs du Sud. Et aussi les Indiens. On a oublié comment les Indiens se sont engagés des deux côtés, surtout du côté anglais. Mais de toute façon, quel que soit le côté où ils se sont engagés, eh bien, ils seront les grands perdants, car ces jeunes États-Unis vont évidemment se lancer dans une autre forme de colonisation, qui est la colonisation de leur propre territoire, repousser les Indiens vers l'ouest et les déposséder de leurs terres. Alors, on n'oublie pas tout ça dans ce dossier, mais enfin, on voudrait se souvenir. À l'heure de Trump, je le disais, on voudrait se souvenir d'une autre Amérique. Une Amérique, enfin des États-Unis, assez grands pour regarder leur histoire en face, pour se souvenir de leurs engagements, les premiers constituants de Virginie qui parlaient du bien commun, les constituants du New Jersey qui voulaient donner le droit de vote aux femmes en 1776. Et puis bien sûr Jefferson, Jefferson, le plus bel orateur du Comité des Cinq, qui proclame en 1776 « Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de droits inaliénables, la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Eh bien tout ça, on va le retrouver. Ce sont évidemment les idéaux qui circulent dans l'espace atlantique à la fin du XVIIIe siècle. On va retrouver ça dans notre chère Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et Lafayette en a été un des rédacteurs et Jefferson a annoté ses brouillons. 1776, la Révolution américaine, c'est le dossier du magazine L'Histoire. Merci beaucoup Valérie Hanin. Le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique, Anthony Thomasson, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Chloé Rouillon, Sidonie Lebeau et Maïwen Guiziou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.